La montagne a tremblé avec un bruit de coups de feu. La neige sous les pieds du premier alpiniste s'est fissurée en une ligne irrégulière qui a traversé la pente à toute vitesse. Avant qu'elle ne puisse même crier, toute la face de la montagne s'est détachée. Un instant, elle traversait la pente, encordée à son guide Sherpa. L'instant suivant, ils furent emportés par un violent torrent de blancheur. Quelques centaines de mètres plus bas, la deuxième alpiniste, affrontant la même montagne, sentit l'onde de choc lorsque la neige se mit à bouger autour d'elle. Elle leva les yeux, voyant sa rivale lutter contre la colère de la montagne. En un instant, deux femmes, chacune luttant pour être la première à conquérir les 14 plus hauts sommets du monde, se mirent à se battre désespérément pour leur survie. Il y a peu, l'une d'elles a écrit « Le sommet devrait avoir lieu bientôt. Je pourrais devenir silencieuse. » Et de l'excitation à sa mère. Elle ignorait encore qu'en 72 heures, elle deviendrait le visage d'une tragédie redoutée par tout aventurier. D'une course alimentée par Instagram jusqu'à la zone de la mort, à des décisions fatales qui ne pouvaient pas être annulées, aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire étrange, sombre et mystérieuse de deux femmes américaines dont la compétition est devenue mortelle sur le toit du monde. Bienvenue dans l'extrême. Un soir calme de 2021 dans un appartement parisien, Anna Goutou, moldavo-américaine de 33 ans, parcourt Netflix pour trouver un programme. Rien ne l'intéresse jusqu'à ce qu'elle voie une image d'un homme triomphant au sommet d'une montagne enneigée. 14 sommets, rien n'est impossible, lit-on dans le titre. Elle clique sur lecture sans imaginer que ce choix allait bouleverser sa vie. Au fil du documentaire, les yeux d'Anna s'écarquillent. Sur son écran se trouve Nirmal Nims Persia, un ancien soldat Gurkha charismatique et opérateur des forces spéciales originaire du Népal. Elle observe de plus en plus captivée, tandis que cet homme annonce son objectif, gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres du monde. En moins d'un an, pendant des décennies, ces montagnes avaient été considérées comme le défi ultime de l'alpinisme. La plupart des alpinistes d'élite consacraient souvent toute leur carrière, parfois plus de 20 ans, à gravir les 14 sommets. Beaucoup n'ont jamais terminé et certains ne sont jamais revenus. Voici Nims, avançant rapidement et avec assurance sur le toit du monde. Au lieu d'expéditions lentes et méthodiques, lui et son équipe coururent de montagne en montagne. Ils utilisaient des hélicoptères pour sauter d'un camp de base à l'autre. Ils utilisèrent de l'oxygène supplémentaire, mais affrontaient souvent des conditions si dures que la plupart des équipes auraient abandonné. À chaque sommet que Nims atteignait à l'écran, quelque chose s'éveillait en Anna. Peut-être se retrouvait-elle dans son histoire, étrangère défiant l'establishment. Peut-être qu'elle reconnaissait sa soif, son refus d'accepter les limites conventionnelles. Lorsque le générique a défilé, Anna est restée immobile. En seulement 6 mois et 6 jours, NIMS avait accompli ce que la plupart pensaient impossible. Le film avait montré que ces montagnes redoutables pouvaient être conquises rapidement de manière systématique, même par quelqu'un qui n'avait pas passé sa vie à s'y préparer. Pour la plupart, ce n'était qu'un documentaire inspirant. Pour Anna Goutou, c'était une révélation, un défi, un appel au destin. Cette nuit-là, en repensant à ce qu'elle avait vu, Anna prit une décision qui la mènerait sur les pentes mortelles du Shishapangma. Elle suivrait les traces de Nims. Elle gravirait les 14 sommets. Et ce faisant, elle deviendrait quelqu'un de nouveau. Une personne exceptionnelle. Née en Moldavie après l'Union soviétique, Anna a grandi avec des tickets de rationnement pour le pain et le sucre. À la trentaine, elle s'était installée en Amérique et menait une vie confortable. Mais il manquait quelque chose. Il était temps de réinitialiser ma vie et de suivre mes rêves, écrirait-elle plus tard sur Instagram. Regarder le parcours de Nims Persia a déclenché quelque chose en elle. Elle a abandonné ses projets de boulangerie française pour se consacrer entièrement à l'escalade. Bien qu'elle n'ait presque aucune expérience en haute altitude, Anna ressentait au plus profond d'elle-même la certitude que c'était sa voie. Son destin s'offrait à elle. Les montagnes l'appelaient et elle n'avait d'autre choix que de répondre. En 2022, elle publiait des extraits d'entraînement, des photos d'escalade et des nouvelles d'expédition. Son Instagram est devenu un journal numérique de détermination et transformation. Elle a atteint le sommet du Manaslu, son premier 8000 mètres cette année, puis a gravi l'Aconcagua, plus haute montagne d'Amérique du Sud. L'attention a commencé à affluer, les abonnés se sont multipliés. Elle est passée d'une femme avec un rêve à une alpiniste avec une mission.
Mais elle n'était pas la seule américaine à viser le prix. Tandis qu'Anna débutait l'alpinisme, Gina Roussydlo avait déjà une grande expérience. À 45 ans, Gina était une alpiniste d'un tout autre genre. Sa mère, Suzanne, raconte que même toute petite, Gina était agitée. À 14 mois, elle sortait toujours de son berceau. Je la remettais dedans, elle en ressortait aussitôt. Ça a mis fin à l'heure de la sieste pour Gina. Elle a toujours gardé cette énergie. Ayant grandi dans une famille italo-polonaise près de Boston, Gina a cultivé sa passion pour les voyages, ce qui l'a menée aux plus hautes montagnes du monde. Bien qu'elle ait travaillé à Manhattan comme hôtesse de l'air, agente immobilière et esthéticienne, sa passion restait l'alpinisme. En 2018, elle avait déjà atteint le sommet du mont Everest et accompli les 7 sommets, soit le point culminant de chaque continent. Mais Gina en voulait plus. Elle visait à rejoindre un club ultra exclusif. Les alpinistes qui avaient gravi les 14 sommets de 8000 mètres. Pour elle, c'était un projet méthodique qui s'étalait sur plusieurs années. Une montagne à la fois, sans raccourci. À l'opposé de la présence glamour d'Anna sur Instagram, Gina restait très discrète. Elle n'avait pas de compte sur les réseaux sociaux. Ses amis disaient qu'elle avait un rire contagieux et était très généreuse. Alpiniste qui offrait de gros pourboires à ses Sherpas et les emmenait parfois à New York pour leur faire visiter la ville. Un Noël, elle a surpris son neveu avec un kart à essence, puis a passé l'après-midi à faire des tours elle-même, son rire contagieux résonnant dans tout le quartier. Pour sa famille, elle était plus qu'une alpiniste célèbre. Elle était la tante amusante, la sœur aventureuse, la fille qui n'a jamais perdu son enthousiasme d'enfant malgré la conquête des plus hauts sommets du monde. Début 2023, Gina avait réussi à gravir 11 des 14 sommets de 8000 mètres. Elle a failli devenir la première femme américaine à terminer la série. Il ne lui restait plus que le Lhotse, le Cho-Oyu et le Shishapangma, les derniers obstacles à son objectif. En mai 2023, au camp de base de l'Everest, ces 2 femmes se sont rencontrées pour la première fois. Gina était venue gravir le Lhotse, son 12e sommet de 8000 mètres, tandis qu'Anna tentait d'enchaîner les ascensions de l'Everest et du Lhotse, ses 3e et 4e au sommet. Elles ont discuté brièvement dans le salon de café des expatriés d'élite, Anna complimentant Gina sur ses yeux avant leur séparation. À ce moment, il n'y avait pas de compétition. Anna était si en retard que Gina ne l'avait même pas remarqué. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les mois suivants, Anna a enchaîné l'ascension de sommets de 8000 mètres à un rythme qui a surpris la communauté de l'alpinisme. L'un après l'autre, elle a atteint le sommet de certaines des montagnes les plus dangereuses du monde, comme si elle collectionnait des timbres. À la fin du mois de juillet, seulement 2 mois après avoir rencontré Gina, Anna avait réussi à gravir les 5 sommets de 8000 mètres du Pakistan, portant son total à 11. Vous vous demandez sûrement comment ? Après tout, gravir un sommet de 8000 mètres est censé être un exploit incroyablement difficile, et ça l'est. L'ascension rapide d'Anna dans l'alpinisme en haute altitude a été facilitée par plusieurs facteurs. Elle s'est associée à Elite Exped, la société fondée par Nirmal Persia dont les records ont inspiré son parcours. Ce partenariat a permis à Anna d'avoir accès à des guides Sherpa expérimentés, à un soutien logistique et à l'infrastructure nécessaire pour des transitions rapides entre les expéditions. Grâce aux hélicoptères pour relier les camps, à l'oxygène supplémentaire et à l'expertise de ses guides, Anna a maintenu un rythme soutenu et gravi ses sommets rapidement. Sa détermination et sa condition physique ont aussi joué un rôle clé. Malgré les doutes de certains alpinistes sur le soutien de son équipe, son ascension restait impressionnante. La nouvelle venue n'était plus qu'à une montagne derrière les 12 de Gina Roussydlo. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Petit détour sur ce train du chaos. Si tu veux plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoins la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve sur le vrai extrême. En juillet, Gina et Anna se sont retrouvées au camp de base 2 du Gashabram, Pakistan. L'ambiance était différente. Gina a écrit à une amie au sujet d'Anna, une alpiniste sur Instagram. « Je ne comprends pas pourquoi ces gens font de l'alpinisme et escaladent les montagnes aussi vite. Il m'a fallu tellement d'années pour en arriver là où je suis. » En septembre 2023, les 2 femmes étaient à égalité, n'ayant plus que 2 sommets à gravir pour finir leurs 14. Cho-Oyu et Shishapangma. Il y avait juste un problème.
Les deux se trouvaient au Tibet sous contrôle chinois. C'était problématique car obtenir l'autorisation de grimper au Tibet est notoirement difficile. Obtenir un permis en Chine est complexe, imprévisible et prend souvent bien plus de temps que prévu. Les deux femmes sont rentrées chez elles, Gina à New York, Anna à Paris, et ont attendu anxieusement les permis. Lorsque les permis ont finalement été accordés, la course était lancée. Le 1er octobre 2023, Gina a réussi à atteindre le sommet du Cho-Oyu, son 13e sommet. En descendant, elle a croisé Anna qui montait le sommet. Cette rencontre a déclenché chez Gina un besoin soudain de rester devant sa rivale. Son message à sa famille est chargé de tension. « Elle ne me battra pas quoi qu'il arrive », a-t-elle écrit, mais c'est de la pression. Anna, arrivée au sommet du Cho-Oyu 2 jours après, a enregistré un mémo vocal sur sa GoPro. « Mon adversaire, je dirais, joue de façon déloyale », a-t-elle dit. Elle a changé de compagnie d'alpinisme à la dernière minute. Elle a recruté plus de guides pour préparer son itinéraire. Pour Anna, la compétition était très personnelle. Ce n'est pas une question de record, mais je pense qu'il faut prouver quelque chose ici. Nous ne savons pas avec certitude si Anna et Gina se sont réellement croisées lorsqu'elles se sont rencontrées sur le Cho-Oyu, mais imaginez ce moment. Deux concurrentes s'affrontent sur un sentier étroit de montagne à des milliers de mètres d'altitude. Quels mots auraient pu être échangés? Quelles tensions auraient pu couver entre elles? La rencontre imprévue entre rivales dans cet environnement extrême a pu renforcer la compétition au-delà de leurs attentes. J'ai besoin que tu analyses l'alpinisme en très haute altitude, car ce que ces deux femmes faisaient différait totalement de l'alpinisme classique. Imagine porter 10 couches de vêtements, attacher des crampons à tes bottes et transporter un sac de 18 kilos. Maintenant, imagine essayer de monter des escaliers avec cet équipement tout en respirant à travers une paille à cocktail. C'est ce que l'on ressent en grimpant au-dessus de 8000 mètres. On l'appelle la zone de la mort pour une raison. À cette altitude, il n'y a qu'un tiers de l'oxygène disponible. Ton corps est littéralement en train de mourir. Chaque pas nécessite 3 ou 4 respirations. Ton cerveau commence à enfler. Tes poumons se remplissent de liquide. Même avec de l'oxygène supplémentaire qui passe dans un masque, tu mènes une bataille perdue d'avance contre le temps. Les alpinistes dans la zone de la mort évoquent un état quasi onirique. Les tâches simples deviennent des défis majeurs. Fermer une veste peut durer 5 minutes. La logique devient quasi impossible. Un alpiniste la décrit comme étant extrêmement ivre, tout en ayant la pire grippe de votre vie. Et il y a le froid, avec des températures pouvant descendre à moins 40 degrés. La peau exposée gèle en minutes. Votre eau gèle complètement à l'intérieur de votre sac. L'humidité de votre souffle glace votre masque à oxygène qu'il faut alors gratter. Imaginez passer des jours entiers dans ces conditions. Dormir dans une tente ancrée sur le flanc d'une montagne, où le vent hurlant menace de l'arracher de la paroi. Faire fondre la neige pour de l'eau sans pouvoir manger car le corps arrête les fonctions non essentielles. De nombreux alpinistes perdent 7 à 9 kilos en une expédition avec aussi un grand risque d'avalanche ou de chute de glace. C'est dans ce contexte qu'Anna et Gina se sont retrouvées en octobre 2023 épuisées, en manque d'oxygène et obsédées par l'idée d'être les premières. Toutes deux ont dépassé les limites humaines par leur proximité de l'objectif. Après la rencontre sur le Cho-Oyu, Gina était déterminée à garder l'avantage. Les Sherpas chargés de la guider voulaient attendre les autres équipes pour ouvrir ensemble la voie dans la neige, mais Gina était impatiente. Elle a pris une décision désespérée. Elle a contacté Seven Summit Treks, une autre compagnie de guides, et a demandé Tenjin Lama Sherpa, le Sherpa superstar qui avait récemment guidé l'alpiniste norvégienne Kristen Harila lors d'une ascension record de 92 jours des 14 sommets de 8000 mètres. Ce n'était pas juste un changement de plan. Selon les rapports, Gina a versé un acompte de 30 000 € juste pour obtenir les services de Lama à la dernière minute. Elle voulait le meilleur Sherpa pour l'ascension finale, mais un problème subsistait. Pendant 2 jours, la neige était tombée sur le Shishapangma, créant des conditions d'avalanche dangereuses. Le vent soufflait des panaches au sommet, un signe d'avertissement clair pour les alpinistes expérimentés. À son arrivée au camp de base, le 4 octobre, Gina a été avertie des dangers par d'autres alpinistes. Mais selon des témoins, elle a refusé d'attendre car elle avait le Sherpa le plus fort.
Voici un point crucial sur l'alpinisme en haute altitude. Neige fraîche plus vent égale danger d'avalanche. C'est comme charger une arme et armer le chien. Il suffit d'un seul déclencheur, d'un alpiniste au mauvais endroit, et des tonnes de neige peuvent se détacher en un instant. Le 5 octobre, la veille de l'ascension finale, une petite avalanche a frappé près du camp 1, ensevelissant une alpiniste japonaise avant qu'un Sherpa ne la sauve. Ce n'était pas qu'un avertissement, la nature signalait l'insécurité des conditions. Pourtant, les deux équipes ont continué leur ascension. Le 6 octobre, les deux femmes sont arrivées au camp 2. La tension dans l'air de la montagne était palpable. Rosilo s'est vite réfugiée sous sa tente avec son masque à oxygène. L'atmosphère autour d'elle était tendue, selon les témoins. À seulement 15 minutes de marche, l'équipe de Guto avait du mal avec ses propres défis. Sans vraie tente, ils dépendaient des autres équipes pour la nourriture. Dans une vidéo tournée cette nuit-là, Guto et sa partenaire réchauffent leurs pieds dans un sac à dos, leur souffle formant de la buée dans l'air froid. « Nous n'avons rien, on mange des nouilles sèches », a plaisanté son partenaire. « Je suis content d'avoir au moins quelque chose », a répondu Guto, souriant malgré les difficultés. C'était une lueur d'optimisme qu'il avait portée à travers 11 immenses montagnes en moins de 2 ans. Bien que physiquement proches et pouvant voir leurs camps respectifs, les femmes restaient séparées comme des généraux rivaux, ne communiquant que par leurs guides. Dawa Yangzom, stressé par la rivalité croissante, supplia Lama et Gurung de convaincre les deux femmes de coopérer pour l'ascension finale, ce qui serait plus sûr pour tout le monde. Mais quand on leur proposa de gravir ensemble la montagne et de partager le succès, les deux femmes refusèrent. Aucun argument concernant la sécurité ne pouvait vaincre leur détermination. Lama a même montré à Rusidlo une vidéo de lui et Karila escaladant le K2 sans résultat. Les guides sont rentrés dans leur camp avec la même réponse. La compétition était devenue si obsessionnelle qu'elle ignorait même les principes de sécurité en montagne. Aucune des deux femmes n'était prête à céder. Alors qu'elles se préparèrent pour leur tentative de sommet le lendemain matin, aucune des deux femmes n'aurait pu imaginer ce qui les attendait sur les pentes supérieures de la montagne à l'aube du 7 octobre 2023. L'équipe d'élite Expat et Imagine Népal, comprenant Anna Guto, partit pour le sommet à 2h48 du matin. Quelques heures plus tard, Gina et Lama suivirent, avançant à un rythme que les témoins ont qualifié de stupéfiant. Vers 10h30 du matin, Anna Guto et son guide Mingmar Sherpa atteignirent un point proche du faux sommet du Shishapangma. Ils avaient 2 options, suivre l'itinéraire traditionnel, plus sûr, le long de l'arête, ou prendre un raccourci à travers la dangereuse face nord-est. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont choisi le raccourci, traversant la face exposée à une pente de 45 degrés d'un blanc immaculé qui s'étendait sur des milliers de pieds en contrebas. Quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Si vous observez la montagne Shishapangma de loin, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Contrairement aux géants de l'Himalaya comme les parois verticales déchiquetées du K2 ou les arêtes acérées de l'Everest, la face nord-est de Shishapangma semble lisse, une vaste étendue blanche inclinée vers le ciel. Elle paraît accueillante, accessible, même gérable. Mais cette apparence lisse est en réalité dangereuse, car une neige uniforme et lisse signifie souvent des pentes chargées par le vent. Les pentes exposées au vent après une neige fraîche deviennent de vraies usines à avalanches. Quand les tempêtes de neige frappent ces montagnes, elles ne laissent pas juste une douce couverture. Le vent soulève cette poudreuse fraîche et la transporte, la projetant sur certaines faces et l'accumulant en congères instables. Après la tempête, quand le soleil paraît, le danger triple. La surface s'adoucit et le lien entre les couches s'affaiblit encore plus. Ce jour-là, l'équipe de Guto escaladait prudemment le nord-est de la montagne quand cela s'est produit. Soudain, une énorme fissure a brisé le silence. Toute la paroi enneigée s'est détachée de la montagne comme un immense rideau blanc arraché. En moins de 2 secondes, Anna et Mingmar ont disparu dans un nuage tourbillonnant de blancheur. La radio a explosé de voix paniquées. « Anna, Anna, Anna !» Mais aucune réponse, juste des grésillements. D'en bas, les alpinistes regardaient avec horreur l'avalanche dévaler la pente, ensevelissant leurs amis sous des tonnes de neige et de glace. Quand tout s'est arrêté, il ne restait qu'une pente vide, là où 2 personnes étaient quelques instants avant. C'est ici que l'histoire devient plus sombre. Gina Rusidlo et Lama Sherpa étaient bien placés pour être témoins de l'événement. Ils voyaient qu'Anna et Mingmar étaient en partie.
Selon plusieurs sources présentes sur la montagne ce jour-là, ils ont vu d'autres êtres humains emportés juste devant leurs yeux. Et qu'ont-ils fait? Ils ont continué à grimper. Cela pourrait vous surprendre, mais pour être honnête, ce n'était probablement pas la première fois que Lama assistait à la mort en montagne. Vous en avez peut-être vu des centaines. Quant à Gina, je veux que vous imaginiez cela un instant. Vous êtes à moins de 60 mètres de votre objectif, un objectif que vous avez poursuivi pendant des années, mais vous venez d'être témoin de la mort de vos propres yeux. La plupart des gens feraient demi-tour, mais sachant à quel point cela comptait pour elle, il n'est pas surprenant que Gina et le Peragli Lamas aient donc continué à monter, pas à pas, vers le sommet. Nous ne saurons jamais exactement quels mots ont été échangés entre eux à ces moments critiques, mais nous savons qu'à une altitude extrême, la prise de décision est gravement compromise. Certains sur la montagne ont rapporté par radio que Lama voulait redescendre, mais finalement, le duo a continué à monter. Imaginez-les gravir, leurs masques à oxygène, s'embuant à chaque souffle, le poids de ce qu'ils venaient de voir pesant sur eux. Ils étaient tout près du sommet, à quelques minutes seulement. C'est alors que quelqu'un en dessous a crié un seul mot que jamais un alpiniste ne veut entendre. Avalanche. La montagne a de nouveau déchaîné sa fureur aujourd'hui. Une autre énorme plaque s'est détachée, cette fois directement sur le chemin de Gina et Lama. Pour Gina et Lama, il n'y a même pas le temps de réagir. Un instant, ils grimpent. L'instant d'après, ils sont happés par la force de la nature. La vague de neige les frappe à 130 km à l'heure, les arrachant à leurs ancrages. Leurs corps sont projetés comme des pantins, tournoyant et dévalant dans le chaos blanc. La force est inimaginable, comme être heurté par un train à grande vitesse, puis traîné sous l'eau à travers le béton. Impuissants face à la montagne, ils ont été projetés et sont tombés dans les profondes crevasses en contrebas. Lorsque les secouristes ont fouillé la zone plus tard, tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des sacs à dos vides, les bottes de Gina à 2 endroits différents et le sifflement étrange d'une bouteille d'oxygène dont le détendeur était cassé, comme le dernier souffle de quelqu'un qui n'est plus là. 4 personnes qui rêvaient ce matin-là d'atteindre le sommet du monde avaient désormais disparu à jamais. Il y a un moment qui me hante dans cette histoire. En janvier 2024, 3 mois après cette tragédie, la mère de Gina a envoyé une amie au Tibet. Cette amie a atteint le camp du chauffeur chinois, le point accessible le plus proche de la disparition de Gina. Là, face à la montagne enneigée qui avait emporté sa fille, il a installé un petit mémorial avec des photos de Gina et de ses 3 chiens bien-aimés. Après 3 mois, Suzanne lui a demandé de faire quelque chose en arrivant à la montagne. « Quand tu seras là-bas, peux-tu juste l'appeler ?» C'est le prix humain d'une ambition excessive. Une mère qui ne peut toujours pas accepter que sa fille soit partie. Une sœur, Elena Sibanova, qui a finalement pu récupérer le corps d'Anna en mai 2024, mais qui dit que son deuil a recommencé à zéro lorsqu'elle a vu sa sœur pour la première fois, 9 mois après sa mort. N'oublions pas Mingmar et Lama, les Sherpas morts avec leurs clients. Des hommes dont les familles au Népal dépendaient d'eux. Des hommes qui, comme l'a dit un Sherpa, faisaient bon simplement leur travail en aidant ces deux-là. Et ils sont tous les deux morts. Quand je regarde l'ensemble de la situation, 2 femmes qui se disputent entre la première place sur une montagne dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, 4 vies perdues dans la poursuite d'un record qui serait oublié par la plupart en quelques semaines, il me reste des questions qui n'ont pas de réponse de facile. On ne peut nier le courage dont ces alpinistes ont fait preuve. La force physique et mentale requise pour gravir un sommet de 8000 mètres dépasse tout ce que la plupart d'entre nous connaîtront. Repousser les limites, se mettre à l'épreuve et vouloir être le premier sont des traits profondément humains. On peut aussi tirer des leçons de cette tragédie. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'abandonner nos rêves, mais de se rappeler que parfois les montagnes seront encore là demain. Parfois, rebrousser chemin est le plus grand acte de courage. À la fin, la montagne reste indifférente. L'éternel Shishapangma se dresse aujourd'hui comme il le fait depuis des millions d'années, ses pentes à nouveau silencieuses, son secret mortel attendant le prochain alpiniste ambitieux qui ne sait pas quand faire demi-tour. Vous voulez soutenir la chaîne? Rejoignez-nous pour des avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Restez audacieux et vivez avec courage.